Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite On en parle à Taïwan. Merci de nous rejoindre pour ceux qui sont sur onde courte. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Florian Tai Et Valentin Floquet. pour l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche, donc avec plusieurs sujets. Par exemple, moi je vous parlerai, tout le monde a entendu parler, je pense, du chat GPT qui est un peu lancé dans pas mal de langues et qui vient d'être lancé à titre d'essai en chinois traditionnel cette semaine à Taïwan. Alors je pourrais t'aider un petit peu sur ce sujet par Merci. rapport à la version internationale. C'est très que bien. Je connais pas trop mal. Mm-mm. Et de mon Parce côté, que tu l'as testé. voilà, ouais, je l'ai testé beaucoup. J'ai des Impeccable. amis, je suis des amis un petit peu dans la tech là-dessus. Mhm. Voilà, bon, on en reparlera tout à On l'heure. parlera de tout ça, oui. Ouais, de mon côté, je vais parler de myrtille, Oh, j'ai faim. plantée à Taïwan, qui est après 30 ans de recherche. Mhm. Et moi, je vais parler des régulations qui restent différentes au niveau de la quarantaine à l'entrée à Taïwan pour les travailleurs migrants par rapport à tous les autres arrivants à Taïwan. C'est-à-dire les C'est-à-dire les travailleurs touristes. migrants, il y a encore quarantaine. Il y a encore des réglementations, donc D'accord. l'obligation de prouver à l'avance où est-ce qu'on va être logé, Ah. réserver un hôtel. C'est plus contraignant pour eux. Pour Quoi. certains, ouais, Mhm. c'est beaucoup plus contraignant. Alors pourquoi ? On va voir tout ça dans le détail. Alors on commence par quoi ? On va parler de chat GPT, ça me paraît pas trop mal. Ok. Alors déjà, voilà, moi j'aime bien ce sujet. Quand tu travailles ce sujet, tu cherches le mot français de cette application, tu le trouves pas. C'est forcément l'anglais. Et puis je me suis amusé à écouter plusieurs radios pour voir ou plusieurs, même télévisions, des podcasts en version vidéo ou version audio Pour pour voir s'il prononçait comment on en dit. français Est-ce ou en qu'il faut anglais. dire chat GPT ? C'est pas, désolé, voilà, c'est pas forcément très poétique en français. Ça peut faire rire, ça peut faire passer le temps. On peut en parler 10 minutes si vous voulez. Oui. Mais la plupart des gens disent quand même chat GPT. C'est vrai. GPT, il y en a même qui l'écrivent phonétiquement J-I-P-I-T-I pour blaguer, bien sûr, entre parenthèses derrière le sigle anglais. Après, je pense que ça reste quand même assez. Des gens autour de moi qui parlent de ça, par exemple dans ma famille, disent carrément chat GPT. Hein. Moi, ce que j'entends souvent sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de live en direct, tout le monde dit chat GPT. Voilà. Ça peut faire rire et puis c'est une manière de lancer le sujet, c'est pas mal aussi. Et voilà, mais en fait, on va pas parler du chat ni de ce qu'il a fait ou pas, mais on va parler de cette application qui est lancée en chinois traditionnel sous forme de test, donc à l'essai à Taïwan depuis cette semaine. Alors qu'est-ce que c'est que le chat GPT ? C'est une sorte de robot qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui va assurer, à la base, c'est vraiment un chatbot, donc qui va assurer le travail d'un agent conversationnel. Donc on peut converser avec un robot qui nous répond comme si un être humain était en face et nous répondait de la même manière, quoi. Et alors, est-ce que ça marche vraiment ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de réponse ? Eh ben, tout et rien. C'est un peu comme sur les téléphones où il y a cette option Siri pour les Apple, etc. C'est un peu la même base, quoi. Tu parles à une voix qui te répond informatisée. Avec l'intelligence artificielle, il va te répondre en fonction de sa base de données. Donc, plus la base de données est fournie, et ça dépend des langues, des cultures, des pays aussi, plus les réponses seront variées et vraisemblantes avec ce que l'homme dirait. Ouais. Voilà, ça ce c'est que pour je pourrais la rajouter partie au niveau du de principe. En fait, conversation. la grande avancée, c'est la qualité des réponses en fait qui est faite, Oui. qui peut s'adapter en fonction des paramètres que tu lui donnes. C'est-à-dire que en gros, tu veux faire une recette de cuisine, il va pas te ressortir la recette de cuisine. Tu peux l'adapter en fonction du nombre de personnes invitées. Tu peux dire, je dois faire ça pour tant de personnes. Je la veux plus sucrée, je la veux moins sucrée, je la veux sans tel ingrédient parce qu'il y a quelqu'un allergique. Et tu peux dire, je peux l'avoir de la manière italienne, de la manière espagnole, de la manière française. Tout ça, t'as pas besoin de mettre recherche sur les pages françaises comment faire ça. Tu lui dis je veux à la manière française, il va avoir la capacité de faire une synthèse des recettes françaises et de te le répéter dans un texte qui sera adapté et qui te donnera les consignes précises pour toi ce que tu veux faire. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça dépasse largement le simple chatbot qui était conversation à la base. Ça te donne aussi des conseils, ça peut te rédiger un texte, ça peut te composer une poésie, ça peut t'écrire un programme informatique. C'est pas limité à un seul format de document, c'est vraiment ça pouvait traduire aussi. Ça traduit aussi, tout à fait. Il paraît que ça traduit très bien.
Et ça, on le doit, le début de ChatGPT, c'est lancé par OpenAI. Hein. Ouais, OpenAI. Voilà, qui a permis justement de pouvoir ça. C'est une association qui est un collectif en fait de programmeurs. Voilà. Et il y a le nom de Elon Musk pas très loin quand on parle d'OpenAI, généralement. Ça a été financé en grande partie par lui. Oui. Et puis ce qui est intéressant avec ça, c'est vraiment le fait de pouvoir le faire en un temps record, avec une vraisemblance, enfin en tout cas un taux de réussite et de satisfaction qui dépasse toute attente voilà, dès le départ. Du coup, c'est un succès dans beaucoup de langues. Les Chinois ont voulu dire qu'ils allaient s'y mettre. Chinois côté chinois simplifié, bien évidemment. Baidu a annoncé qu'ils étaient dessus. Pour le mois de mars. Mais c'est dessus. Hein, en fait, tout le monde était déjà dessus depuis un moment. Google était déjà dessus. Tout à fait. Mais Baidu veut le faire, mais le gouvernement chinois a aussi bloqué tous les autres ChatGPT des autres langues, des autres plateformes. Bien sûr, parce qu'ils vont l'adapter à leur voilà. Leur et système. Du coup, Taïwan, il voit non seulement une opportunité, mais presque une responsabilité de se dire il faut qu'on le fasse aussi. Parce que ce genre d'outil, ça dépend de la base de données de départ pour l'intelligence artificielle. Donc, une base de données aussi grande et aussi fournie soit-elle, si elle est faite du côté de la Chine, de Pékin, on a peur que ce soit orienté, que ce soit censuré aussi, enfin bref, que ce soit pas vraiment toutes les libertés qu'on connaît sur place, que ce soit pas la meilleure des bases de données. Et Taïwan joue cet atout-là plus celui du chinois traditionnel et pas simplifié, parce que le texte peut être aussi lu et donc écrit. Et Taïwan voulait se lancer dans les opérations. Le ministre des Sciences et Technologies a annoncé en février dernier, enfin on est déjà en février, mais au début du mois, vers le 13-14 février, il a annoncé que Taïwan allait s'y mettre très rapidement, qu'on planchait déjà dessus. Et en effet, à peine 2 semaines après, on lance déjà à titre d'essai cette plateforme, donc en chinois traditionnel. Et alors, c'est les mêmes fonctionnalités que ChatGPT, mais c'est pas le ChatGPT, quoi. Voilà, parce que c'est fait aussi avec des sociétés taïwanaises. On essaye de peaufiner le truc, de l'orienter, de le finaliser. Quelqu'un ici l'a-t-il déjà testé ? Non, pas encore. Je crois que j'avais téléchargé l'application. Oui. J'ai vérifié avant l'émission. C'est sur Google Play. Et moi, je ne l'ai pas non plus téléchargé, mais sur iOS des articles aussi, hein. D'accord. Sur les deux. Donc c'est sur les deux, ok. Je n'ai pas testé non plus encore. Ouais. Mais il paraît que ceux qui ont testé sont plutôt contents, bien sûr, des premiers retours, même s'il y a des choses à améliorer, parce que ça dépasse ce qu'on disait, le simple logo de dialogueur. Après, l'idée de ceux qui vont le tester, c'est de mettre aussi tous les talents à ce service. Un petit peu, la ministre du numérique, Audrey Tang, elle adore faire ça, lancer des choses, et puis que les citoyens y contribuent en essayant de tester, de voir ce qui ne va pas, de voir les... C'est ce qu'ils avaient fait pour la politique de cybersécurité. Ouais. Ils avaient essayé de lancer une nouvelle carte d'identité il y a 2 ans, le gouvernement. Ils étaient prêts à la lancer et il y a eu beaucoup de plaintes de la société civile en disant « Moi, je veux pas qu'il y ait de failles dans les données personnelles et ce que vous faites, ça marche pas. » Et du coup, Audrey Tang a dit « Montrez que ça marche pas, on arrête notre projet, 3 semaines, tout le monde s'y met et on améliorera en fonction des failles. » quoi. Et il y a eu tellement de failles que pour l'instant, la version n'est pas encore sortie. Quoi. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, comme approche de se dire, voilà, tout le monde s'y met, on va voir nous, on propose quelque chose et à tout le monde de l'améliorer, quoi. Donc ça, c'est pour ce ChatGPT en chinois professionnel, non traditionnel. Et alors, pourquoi ils ont voulu faire une version ? Parce que le ChatGPT d'origine avait déjà une version chinoise. Oui, mais... pourquoi la version taïwanaise, c'est ça, par rapport au ChatGPT ? Ouais. Alors ça, je ne sais pas. Je vais le dire alors. Alors, va le dire. En gros, toutes les langues annexes du ChatGPT, que ce soit français, espagnol, enfin toutes les langues qui existent, sont sur la base de l'anglais. Donc l'intuition est faite à partir de l'anglais. Donc pour du français, de l'espagnol, c'est pas trop grave. Les ponts sont pas si difficiles, mais sur un système linguistique et grammatical comme celui du chinois, il y a quand même des ponts beaucoup plus compliqués à apprendre. Il y a toute la partie aussi chinois classique qui peut pas être forcément très adaptée. Et je pense qu'ils ont travaillé là-dessus. D'accord. Principalement. Après, j'ai pas trop vu. C'est surtout Mike Box qui est un peu responsable de ça avec le gouvernement. Et le chef d'équipe de développement, justement, pour le chinois traditionnel, par le chinois traditionnel, ça joint ce que tu disais, et non pas sur l'intuition de l'anglais comme base de départ. Il s'appelle Chun Bo-Chun, et il a déclaré que cette nouvelle application, elle illustrait justement l'engagement de ces différentes sociétés
pour développer des applications mobiles à partir du chinois comme modèle. Voilà, donc ça rejoint exactement ce que tu disais. Et ils veulent greffer plusieurs applications sur ce même système pour que ça fasse des bases de données partagées, ce qu'ils appellent un petit peu la communauté des super apps. Voilà, pour pouvoir se baser sur la même chose et qu'il y ait plus de praticité et un partage de ces données, parce que s'ils partagent des données avec d'autres apps, ça fait que la base de données va être vraiment une méga base de données, quoi. Et ces méga data, plus tu les partages, plus généralement elle est riche, quoi. Voilà donc pour cette application. Oui, alors j'avais envie de conclure avec un truc, c'est qu'avant de lancer la phase d'essai, ils ont essayé eux-mêmes, bien sûr, et ils ont demandé à ChatGPT en chinois de composer un poème en 50 caractères, mais un poème du chinois classique, très ancien. Et en moins d'une seconde, apparemment, le poème était là et c'était du béton armé. Alors, tu sais ce qui rend ChatGPT lent. Est-ce que tu l'as lu, ce poème ? Non, mais je pense que vu que c'est en chinois ancien, j'aurais rien compris non plus. En chinois classique, j'avoue que c'est facile, c'est difficile. Voilà. Mais apparemment, ça combine merveilleusement bien toutes ces données qui sont à disposition. Et Maxerbox, dont le siège est dans la Silicon Valley, alors ils veulent baser quand même sur Taïwan et par Taïwan cette technologie. Il est quand même expérimenté dans le domaine. Hein. Il n'en est pas à ses ballons d'essai. Enfin, je dis ballon, vous voyez le petit clin d'œil, hein, vous voyez surtout ce que je veux dire. Mais à son actif, il y a plusieurs applications qui ont été lancées. Et l'année dernière, ils ont lancé une application de localisation GPS qui est distincte et qui s'appelle le BFF, qui a été conçu pour aider les utilisateurs à rester connectés avec les amis, leurs groupes, leur communauté. Et ça a été, en 3 jours de lancement, téléchargé plus de 500 000 fois. Et aujourd'hui, on en est à plus de 3 millions d'utilisateurs. Donc je pense qu'ils ont déjà un nombre d'utilisateurs qui peut faire que le ChatGPT en chinois traditionnel va sans doute vite s'envoler, quoi. Voilà. Sachant que, tu sais, c'est quoi le record de ChatGPT ? Non. Le plus grand nombre de chargements, je crois que c'était en un jour. Non, pour un démarrage. Je me souviens plus c'était quoi la période. Je crois que c'était une semaine même. Tu sais, c'est quoi le chiffre ? Ah, si c'est un record, tu vas nous le dire, parce que j'ose pas imaginer, mais ça dépasse largement 2 millions. Ah, en une semaine, t'as dit ? Je sais plus c'est quoi le laps de temps. Ah, ok. Mais c'est le record pour le téléchargement en un laps de temps très court. Alors, vas-y, dis-nous. 100 millions. 100 millions. 100 millions de téléchargements, enfin 100 millions d'inscriptions à la plateforme, parce que c'est pas un téléchargement pour ChatGPT. Voilà. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour cette petite nouvelle sur le ChatGPT en chinois traditionnel. J'espère qu'on essaie de rester assez simple, quoi. Oui, après on peut en discuter très largement parce que le plus gros problème de ces outils-là d'intelligence artificielle, donc, de machine learning, si on veut être un peu plus précis, c'est que y a pas de limite. Et donc on peut dire au chat, on peut dire à cette application-là de nous parler méchamment, par exemple, ou d'utiliser le style d'écriture d'une personne célèbre et de leur faire dire des choses qui n'existent pas, et qu'un expert de la personne ne se rendrait même pas compte. Voilà. Que c'est, ça pose des problèmes au niveau du domaine de l'éducation, où il y en a qui ont peur que justement les étudiants recourent à ça et ne savent plus écrire leur thèse et les écrivent comme ça, ou passent des examens facilement, ou même aller postuler pour un emploi, quoi. Tu fais une lettre de motivation, tu te fais un CV sur mesure, mais finalement ça correspond pas au bonhomme. On va migrer vers un autre sujet. Oui, migrer justement, quelle transition. Donc, il y a eu une conférence de presse en fait cette semaine, qui était faite par des travailleurs migrants pour expliquer la situation dans laquelle ils se trouvent encore aujourd'hui, alors qu'en fait depuis le 13 octobre à Taïwan, il n'y a plus besoin de quarantaine, il n'y a plus besoin de justifier que quand on arrive à Taïwan depuis l'étranger, qu'on soit étranger ou bien taïwanais ou touriste ou travailleur ou n'importe quoi, on n'a plus besoin d'être une personne par chambre, de s'isoler. Il n'y a plus besoin... Enfin, on peut faire un autotest si on se sent pas bien, si on est malade, mais c'est même plus obligatoire maintenant. On a le droit de sortir, on a le droit de voir des gens, et on ne devrait pas manger avec d'autres personnes la première semaine, mais en fait, dans les faits, c'est pas du tout surveillé. C'est plus une autosurveillance, une autoresponsabilité, quoi. Voilà. Donc, il y a plus rien qui n'est surveillé par le gouvernement depuis le 13 octobre
de 2022. Ça veut dire que ça fait 4 mois et demi. Ça fait 4 mois et demi. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est que c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, donc avec l'exception pour ceux qui arrivaient de Chine au moment du Nouvel An chinois, où là, ils devaient tous faire un test PCR pendant à peu près un mois, parce qu'il y avait beaucoup d'arrivées et puis beaucoup de cas positifs de Chine. Et ça a déjà été enlevé le 6 février, donc ça c'est fini. Mesure levée. Et par contre, pour les travailleurs migrants, donc principalement d'Asie du Sud-Est, eh bien, il faut encore aujourd'hui donner la preuve que l'hôtel de quarantaine soit réservé pour avoir une autorisation de visa de retour. D'accord. Donc, ça veut dire que... avant même d'avoir leur visa. Voilà, avant d'obtenir son visa, il faut déjà avoir la preuve que l'on sera logé quelque part où il y a une chambre et toilette, salle de bain individuelle. Donc, soit dans une maison, mais en fait, c'est très rare puisque ces personnes-là ne sont pas souvent logées de manière à avoir une chambre et une salle de bain personnelle. Donc, ça veut dire une preuve de réservation d'hôtel. Et ils disent que c'est très cher parce que 7 jours d'hôtel de quarantaine, ça monte souvent autour de 25 000 $ taïwanais. Donc, c'est à peu près 800-900 €. C'est l'équivalent d'un mois de salaire de base. Donc, ça, plus même le billet d'avion. Plus qu'un mois pour eux qui auront, parce que le salaire des travailleurs migrants, c'est 17 000, je crois, à peu près. Voilà, donc c'est plus d'un mois de salaire, rien que pour réserver l'hôtel, qui n'est demandé que pour eux. Et pas pour les autres étrangers, pas pour les autres personnes qui arrivent à Taïwan. On imagine que depuis la levée des mesures de quarantaine, comme tu disais, beaucoup d'hôtels de quarantaine se sont reconvertis en hôtels normal aussi et ont arrêté de s'isoler en hôtels de quarantaine. Donc les hôtels de quarantaine stricts, je suis même pas sûr qu'il en reste beaucoup. Alors je pense que ça peut être aussi un autre hôtel, du moment qu'ils ont une chambre et une salle de bain privative. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas forcément dans un hôtel de quarantaine, mais ils doivent avoir la justification qu'ils ont cet espace pour eux pendant 7 jours, même s'ils gardent encore l'autorisation de sortir, d'aller faire leurs papiers, des démarches administratives. Et il n'y a pas de subvention ou d'aide comme c'était le cas avant pour certains? Très peu, et c'est parfois touché par les agents ou les employeurs, mais pas les personnes elles-mêmes. Voilà. Donc ils disent que c'est illégal parce qu'il y a plus de frais d'hôtel, ça coûte beaucoup plus cher et ils ont l'impression qu'on profite d'eux parce que ce sont les seuls à devoir payer ça, alors que ce ne sont pas les plus riches. Donc oui, c'est clair. Du coup, ils crient à une mesure discriminatoire, quoi. Exactement. Parce que si c'était vraiment nécessaire de s'isoler comme ça, pourquoi est-ce qu'on le demande qu'aux travailleurs migrants? Voilà. Alors là, du côté du gouvernement, quand on creuse un peu, on se rend compte que le discours officiel, c'est que les travailleurs migrants viennent essentiellement de Thaïlande et d'Indonésie et que jusqu'à maintenant, c'était des cas qui étaient très facilement... Enfin, c'était parmi les arrivants de ces pays-là avaient beaucoup de cas positifs à l'entrée à Taïwan, quoi. Donc c'est peut-être... est-ce que c'est par manque de contrôle dans ces pays? Est-ce que c'est par manque de vaccination? Ou aucune idée. Alors, le discours officiel par rapport à cette conférence de presse qui a eu lieu cette semaine, il y a eu une réponse déjà du ministère du Travail. C'est intéressant, ça. Et alors, ils ont dit, ce n'est pas vrai, c'est les mêmes réglementations, il n'y a pas de discrimination. Comme pour le retour de tous les travailleurs ou tous les étrangers qui travaillent à Taïwan, il faut un visa de retour avant de quitter le territoire. Et c'est la même chose pour tous les étrangers. D'accord. Et donc, c'est pareil, c'est le système 0+7 et un test quand il y a des symptômes. Mais en fait, ça ne correspond pas au témoignage des personnes qui viennent de rentrer. Alors par contre, il faut faire attention parce que là, c'est pas le gouvernement, là, c'est les sociétés qui imposent dans ce cas-là. Alors quand il s'agit de demander une preuve de réservation de logement avant d'obtenir un visa... Ça, c'est peut-être la société qui demande ça aux agences. C'est possible que ce soit le gouvernement parce que récemment, au sein du service français, on vient d'accueillir une stagiaire qui n'a pu faire ses démarches pour pouvoir venir à Taïwan que quand elle avait aussi une preuve déjà d'autosuffisance de vie pendant ces 6 mois à Taïwan et une preuve aussi de la part de la radio qu'elle était bien recrutée comme stagiaire. Et pour pouvoir avoir son visa, il fallait aussi une autorisation du ministère des Affaires étrangères. Alors là, c'est pas un travailleur migrant, c'est pas un travail à côté, mais c'était visa. Tous les étrangers qui viennent travailler ou faire un stage,
Il faut de toute façon avoir une preuve de ressources. Ça rejoint peut-être ce que le ministère du Travail dit en disant en fait tout le monde est dans le même panier. Alors, en confondant ces deux échelons, tu vois ce que je veux dire? Il y a ces exigences qui sont les mêmes, mais au niveau de ce qu'il y a par rapport à la quarantaine. Après la quarantaine, c'est clair que c'est très différent. Est-ce que tu sais si notre stagiaire elle a eu besoin de prouver quel logement elle aurait les 7 premiers jours? Non. Voilà. Normalement, il n'y a pas besoin. Ben justement, c'est là que le bas blesse. Tout à fait. Mais du coup, le ministère du Travail a juste répondu sur la nécessité des documents pré-visa, quoi. Voilà. Et donc, des personnes qui sont dans une association des travailleurs internationaux disent que même si officiellement ce sont les mêmes règles, en pratique, chaque étape est différente et il y a quand même des restrictions et des demandes beaucoup plus contraignantes pour les personnes qui viennent travailler depuis l'Asie du Sud-Est. Donc concrètement, ce sont souvent des personnes qui sont soit dans la construction, dans la voirie, dans la pêche ou bien dans l'aide à domicile. Donc les travailleurs, ce qu'on appelait les travailleurs étrangers. Mais c'est ça, les travailleurs étrangers. Mais nous trois, on est des travailleurs étrangers, mais on n'est pas soumis à ces contraintes-là quand on rentre à Taïwan. Donc, il disait vraiment que ça leur demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour réunir ces preuves, pour faire chaque étape, qui est vraiment différente, à la fois pour les travailleurs et pour leurs employeurs ou leurs agents, parce qu'ils sont aussi soumis à ces contraintes-là. Oui. Et donc, c'est vraiment difficile. Et le fait que le ministère du Travail ait fait cette déclaration récemment, comme quoi ce sont les mêmes règles, ça leur indique aussi que ça va probablement pas changer bientôt, parce que officiellement, il n'y a pas cette discrimination. Du côté du gouvernement, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'ils vont pas prendre le problème en compte. Ou qu'ils vont le faire sous la table discrètement. C'est bon. Pas annoncer changement, mais le faire comme ça, quoi. C'est possible aussi. C'est possible aussi, mais en tout cas, ça a pas l'air d'être pas optimiste. prévu. Voilà. Ils sont pas optimistes et ils dénoncent vraiment une attitude très différente et des demandes différentes de la part du gouvernement, de la part des services de santé pour obtenir tous les papiers pour avoir le droit d'arriver à Taïwan. Et ce qu'ils ont le droit de faire une fois qu'ils sont là aussi. D'accord. Moi, mon avis personnel, j'ai l'impression que là, dans ce cas-là, ils mélangent un peu tout. Que ce soit qu'ils accusent le gouvernement d'un côté, alors que ça peut être les sociétés, que ça peut être surtout qu'ils chacun a l'air d'avoir des expériences différentes à leur arrivée. Donc, à voir. Je sais pas. Mais en tout cas, s'il y a conférence de presse, que tu as des associations qui les défendent aussi jusque-là, c'est qu'il y a forcément un fondement. Une injustice quelque part à voir, quoi. Oui. Mais même les sociétés n'auraient pas à exiger tout ça Si, ils ont le droit. Enfin, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas forcément le droit, mais ils n'ont pas forcément le droit d'exiger d'avoir une preuve de réservation d'hôtel avant de donner le visa. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des mélanges. Ouais. Parce que pour moi, l'exigence peut être de la société de faire ça avant qu'ils puissent délivrer le papier pour aller faire la demande de visa, par exemple. C'est possible. C'est possible aussi. C'est tout à fait possible aussi que du côté de la loi, la société qui recrute cette personne doit prendre en charge toutes ces étapes et elle se dédouane en disant tu prouves que tu as tes 7 jours de quarantaine parce que moi je le couvrirai pas et je le ferai pas pour toi, quoi. C'est aussi possible que ce soit interprété comme ça, tu vois. Mais si c'est le cas, ça reste aussi problématique en fait. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être que... Enfin, là, je fais un peu l'avocat du diable, j'ai pas suivi le dossier, etc. C'est bien, on est là pour ça. Voilà. c'est à ça qu'on en parle à Taïwan, mais bon, non, vraiment, pour moi, c'est un peu l'avocat du diable dans le sens où il y a peut-être des détails administratifs qui n'ont pas été présentés ou après j'ai pas suivi le dossier, je peux pas dire. Il y en a probablement, je connais pas non plus beaucoup plus de détails que ça, mais de toute façon on voit bien qu'en pratique ce sont pas les mêmes demandes, ce sont pas les mêmes démarches à faire et que c'est pas juste en fait. Oui, tout à fait. Oui. Et que même si le gouvernement n'est pas celui qui exige tout ça directement, il devrait aussi s'assurer que les employeurs n'aient pas des demandes excessives
pour ces travailleurs-là. Après, on va même élargir plus loin. Cette injustice, elle les touche à beaucoup plus de niveaux, parce que même au niveau du salaire minimum, au niveau des conditions de travail, c'est toujours à deux vitesses. C'est-à-dire ils sont pas au même salaire que les salaires taïwanais. Le salaire minimum pour les Taïwanais n'est pas le même que le salaire minimum pour les travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est. C'est ça. Voilà, c'est complexe, hein. Non, c'est complexe. C'est pour ça que c'est c'est intéressant d'avoir un petit peu ce point de vue, mais c'est pour ça que j'aimerais bien. Enfin, je voulais qu'on rappelle un petit peu aussi le point de vue de cette revendication et de faire l'avocat du diable sans avoir ce qu'on dit les sociétés, ce qu'on dit les agences en réponse, pas que le gouvernement, parce que le gouvernement a été visé, mais j'aurais bien voulu avoir aussi un peu des précisions sur. Il y aurait pu un petit complément d'entête là-dessus. On va t'envoyer compléter là-dessus. Voilà. Enquêter là-dessus. Et si on passait au dessert? Ah bah oui. Allez, la myrtille. C'est parti. Vous savez comment on mange des myrtilles à Taïwan? Avec les doigts? Avec la bouche? Les baguettes? On les mange surtout congelés jusqu'à maintenant. C'est vrai. Donc c'est des congelés décongelés. Donc ce ne sont pas des myrtilles fraîches importées, principalement des États-Unis, mais aussi du Chili. Et il y a aussi de souvenirs, aussi l'Argentine, les pays d'Amérique du Sud en général, et de Colombie, je crois aussi. Et donc, jusqu'à maintenant, les myrtilles sont importées, et donc, ça fait quelques années que Taïwan travaille sur le fait qu'ils aimeraient bien en faire à Taïwan, mais c'est compliqué. Propre fruit rouge, ce serait bien. Parce que c'est vrai que c'est un fruit qui est assez apprécié à Taïwan, on en voit assez régulièrement. Pour tout ce qui est pâtisserie déjà. Voilà. Et donc, pour revenir d'abord sur la base, j'avais trouvé un papier un peu en parallèle de l'article que j'ai trouvé sur la sortie des myrtilles, puisque maintenant c'est réussi, depuis 2 semaines. Ça y est. Voilà. En fait, en 2009, il y avait un papier qui expliquait que ça faisait à peu près déjà 30 ans que Taïwan travaillait sur le développement d'une myrtille capable de pousser à Taïwan. Wow. Et cependant, en raison de fortes exigences de refroidissement de ces anciennes plantes de type corymbe du Nord, on pensait que les myrtilles ne pouvaient être cultivées que dans les zones de haute montagne du climat tropical de Taïwan. Donc, au début, les recherches avaient été faites pour être cultivées en haut d'Alishan, à Nantou, voilà. L'endroit où on cultive toujours tropique. Là où on cultive le raisin. On cultive les choses qui ne peuvent pas être cultivées à Taïwan autre part. Voilà. En guillemets. Mais on s'est rendu compte qu'une variété en fait de myrtilles pouvait être cultivée à plus basse altitude et de manière beaucoup plus adaptée. Donc ça s'appelle la Blue Formosa en fait. Et je vais pas trop aller dans le détail parce que il nous reste peu de temps pour cette émission, mais voilà, donc il y a eu toute cette démarche et donc il y a une société qui a été créée à partir de ça qui s'appelle Taiwan Blueberry. Je vous invite à aller voir les photos parce que c'est très intéressant de voir comment ils cultivent en fait au bord de falaises les myrtilles. Oui, alors les photos sont en mode diaporama pour cette émission, donc il faut vraiment les faire défiler pour toutes les voir. Sur l'article, voilà. Sur l'article de l'émission. Et donc, la news, surtout la grande news, c'est que vous pourrez en trouver dans vos 7-Eleven à 100 NT la petite boîte très bientôt. Alors, pas tout de suite parce que j'ai encore demandé cette semaine, là, juste avant l'émission. Oui. Et c'est pas encore arrivé au 7-Eleven. Voilà. Alors, pour information, moi, au marché traditionnel, la semaine dernière, j'en ai trouvé à 90 NT les 3 petites boîtes. Et c'était de Taïwan? C'était du Chili. C'était du Chili, voilà. Eh bien, les myrtilles de Taïwan, croyez-moi, il y en a plus d'un à Taïwan qui les tient comme la myrtille de ses yeux. Je précise que c'est toujours la boîte de 100 grammes, hein, bien sûr. Ouais. Pour ceux qui veulent se faire une idée, 3 € la boîte de 100 grammes. Voilà. Bon, voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette émission. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Oui, on en a parlé à Taïwan avec Valentin Floquet, Florian Dai et François-Xavier Boulet. Au revoir.